Salut, bienvenue dans ce nouveau marché parlé. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui reste sensible. Je vais te parler du statut de micro-entrepreneur pour les photographes qui veulent monétiser leurs compétences. Alors, quelle légitimité j'ai pour aborder ce sujet? Eh bien, moi-même, je suis micro-entrepreneur depuis plusieurs années et j'ai travaillé donc en tant que salarié dans des boîtes photos qui elles-mêmes avaient différents statuts, SA, SAS, SARL et même non propres. Donc, j'ai pu vivre au quotidien donc la réalité de la pratique photo encadrée par différents cadres juridiques. Alors je rappelle qu'on est sur la chaîne du Power Photo. Nous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est de produire de la photo de valeur, hein, que tu sois amateur ou professionnel, on s'en fout. Et donc, ces différents leviers pour produire de la photo de valeur sont de différentes natures. Maîtrise des techniques de prise de vue, maîtrise de l'outil de développement numérique, maîtrise de l'environnement numérique, hein, réseaux sociaux par exemple, et aussi maîtrise bien sûr des techniques commerciales, marketing et de communication. Parce que c'est cette chaîne de compétences que tu mets en place qui va te permettre, qui va créer une synergie en vue de produire de la photo de valeur. Encore une fois, je rappelle d'ailleurs, pour donner un cadre à cette vidéo que je fais, la photo de valeur se situe principalement dans la tête de ton client, de ton donneur d'ordre, de la personne pour qui tu fais les photos. C'est-à-dire que c'est pas que dans ta tête que ça se passe. Alors justement, lorsque tu envisages la possibilité de monétiser tes compétences, que ce soit, j'allais dire, en parallèle d'une activité salariée ou à 100% de ton temps, bien sûr, le cadre juridique à donner à ta future activité, bien sûr, a une certaine importance. Alors bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents statuts. Encore une fois, je les ai énoncés, hein, SA, SAS, SARL, ERL, non propre, et donc micro-entrepreneuriat, micro-entreprise, macro-entreprise et micro-entreprise. Il y en existe peut-être d'autres que je connais pas, enfin bon, bref. Mais s'il y a différents statuts, c'est qu'il y a une raison, hein, bien sûr. Ces différents statuts correspondent à différents contextes, différents projets. Et toi, justement, encore une fois, le bon statut, c'est celui qui va te correspondre à toi, et donc ça sera en fonction de ton projet et du contexte dans lequel tu te situes, notamment financier. Alors évidemment, ceux qui critiquent souvent ce statut avancent plutôt des arguments moraux que plutôt des arguments techniques. Parce qu'encore une fois, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients, et il est tout à fait normal, bien sûr, qu'on examine les avantages et les inconvénients de chacun des statuts qui pourraient éventuellement convenir à ton activité. Ça, c'est normal. Mais par contre, les arguments moraux, là, c'est bon, c'est d'une autre nature. Alors les arguments moraux qu'on avance souvent, c'est les micro-entrepreneurs, c'est un statut, enfin le micro-entrepreneuriat, c'est un statut pour faire du noir, c'est un statut de gens pas sérieux, c'est un statut, bon en gros des mauvais photographes, c'est un statut pour les gens qui cassent les prix, etc. Alors, en ce qui concerne le noir, moi justement, tout à l'heure je te parlais de légitimité, moi pour avoir travaillé en boutique, en studio, etc., avec différents statuts, avec des entreprises qui avaient différents statuts, bien évidemment j'ai pu observer que du noir il y en a partout, hein. À un moment donné, il faut arrêter de... Le photographe qui va me regarder droit dans les yeux là, et qui va me soutenir que lorsque un client paye en liquide 1, 2, 3 planches d'identité, et que ce photographe rentre tout dans la caisse, c'est un peu me prendre pour un con. Mais là, le débat de cette vidéo, c'est pas de faire le procès de l'argent au black, parce que la réalité de l'entrepreneuriat aujourd'hui en France, c'est que pour tous les artisans, pour tous les commerçants qui le peuvent d'un point de vue technique, compte tenu des prélèvements, des différents prélèvements auxquels il doit faire face, il est évident que quelle que soit l'activité, que tu vends du pain d'épices, des bonbons, des prestations de peinture, de plomberie, prestations photo, quand tu peux directement foutre dans ta poche de l'argent liquide, en général tu ne te prives pas de le faire, hein. Ça c'est une réalité concrète, et si tu as des proches, vraiment des proches de confiance, ta famille ou ce genre de choses, tu leur en parles et ils vont te confirmer la chose, hein. C'est un secret de polichinelle. Mais encore une fois, c'est pas là le débat. Ce que je voulais simplement dire, c'est quel que soit le statut, en ce qui concerne les activités photo, il y a du noir, hein. J'ai été souvent témoin de ça, donc voilà. Alors après, en ce qui concerne les arguments photographe sérieux ou non, bon photographe ou mauvais photographe, mais ça c'est subjectif, ça j'allais dire, ce serait au client de le dire, hein, j'allais dire. Et encore une fois, tu sais, sur cette chaîne, j'aborde souvent ce que j'appelle des concepts outils, tels que parcours client, tels que produit fini, tels que standard de qualité. Et bien tout ça, c'est justement dans l'idée de produire de la photo de valeur, encore une fois,
mais de travailler sur la valeur perçue de ton travail auprès de ton client. Alors justement, ça nous amène au dernier argument, la notion de casser les prix. Alors moi, ça c'est le dernier, enfin c'est vraiment l'argument qui me tue le plus, quoi. Pourquoi? Tu vois, moi il y a plusieurs années, j'avais travaillé dans un studio photo. Donc c'était un studio qui avait pignon sur rue, en plein artère centrale de la ville, qui avait une antériorité d'une trentaine d'années. Et le propriétaire, un photographe entre guillemets, mais enfin qui faisait plus de photos, qui faisait plus de la photo depuis bien longtemps. Donc il était reconnu, honorablement connu, enfin le nom de son studio était honorablement connu sur le bassin économique. Lui-même, du coup, il avait une certaine reconnaissance, une certaine visibilité, une certaine crédibilité aussi, du coup, de par tous ces éléments. Et lui aussi, il critiquait le statut de micro-entrepreneur. Alors une fois, je lui disais, mais je comprends pas votre point de vue, parce que, vous avez un peu un label qualité quelque part. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est assez subjectif, mais dans l'esprit des consommateurs sur le bassin, et voilà, c'était un nom, il y avait une certaine reconnaissance. Et je dis, mais qu'est-ce que vous craignez du micro-entrepreneur? Il dit, ouais, mais il casse les prix. Moi, c'est un argument qui me tue, parce que une personne qui prétend être un professionnel, et donc qui aurait le bon statut, lui, et qui ne sait pas défendre sa grille tarifaire, mais ça me fait doucement rigoler. Le professionnel qui prétend avoir développé une marque, sa signature, et qui ne sait pas défendre son travail, moi ça me flingue des arguments comme ça. Ça c'est l'argument qui me tue le plus, moi. La personne qui a un studio photo, qui est installé depuis un certain temps, qui a une certaine visibilité, une certaine notoriété, une certaine crédibilité, et qui a peur du micro-entrepreneur qui dans la nuit créerait son statut de micro-entrepreneur, et qui aurait peur parce que celui-ci casserait les prix, alors pour moi il n'a rien compris à l'entrepreneuriat. Parce qu'évidemment, le micro-entrepreneur qui va débarquer, il va certainement pas lui piquer des clients comme ça, tu vois. D'autre part, si ce fameux photographe professionnel, il fait du bon boulot, bien sûr, il sait défendre son travail, il sait aussi communiquer la valeur perçue encore une fois, de son travail, de sa production. Donc, il maîtrise la notion de parcours client, donc il maîtrise la notion de standard de qualité, et donc il maîtrise le produit fini qu'il produit, et donc il peut facilement parler de marque, et donc il peut facilement défendre ses tarifs. Et il a strictement rien à craindre du mec qui vient de débarquer. Tu vois, enfin moi ça me semble d'une évidence. Enfin voilà. Ton seul souci, toi, c'est de réussir à transmettre la valeur de ton travail à ton client. Point barre. Alors en réalité, ce que je reproche à tous les gens qui critiquent le statut de micro-entreprise, micro-entrepreneuriat, c'est qu'en réalité ils avancent masqués. Ils avancent masqués parce que la véritable motivation pour laquelle ils n'aiment pas ce statut, ils ne l'avouent pas. Et moi qui ai 45 ans au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr je connais la véritable raison pour laquelle ils n'aiment pas ce statut. Avant la création de ce statut, grosso modo, lorsque tu voulais créer donc ton activité, alors que ce soit en t'associant avec quelqu'un ou en solo, bien sûr tu bénéficiais donc, tu pouvais utiliser les statuts classiques. Admettons EURL, SARL, etc. Mais ce que ça impliquait, c'est que lors de ton année 0 de création, la première année de création, les premiers mois, avant même d'encaisser le premier franc ou le premier euro, eh bien tu devais en gros faire un chèque, je vais parler en euros, ce sera plus simple, à peu près de 9000 € à l'État pour alimenter différentes caisses, différentes cotisations. Et après l'État bien sûr te régulait les années suivantes. Mais ça voulait quand même dire que lorsque tu envisageais de créer ton activité, tu devais, en plus de financer ton outil de travail, tu devais bien sûr faire un chèque de 9000 € à l'État. Alors bien sûr, en plus à l'époque, enfin là je remonte un petit peu à loin, mais jusque dans les années 90, pour obtenir le statut de SARL ou de RL, tu devais en plus bien sûr mettre une mise de fonds, justement toujours pareil, d'à peu près 8000 €. Hein. Enfin on n'est pas là pour parler sur ce genre de débat technique. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire c'est qu'en réalité à l'époque, précédemment, avant l'apparition du statut d'auto-entrepreneuriat dans un premier temps qui est devenu après micro-entrepreneuriat, micro-entrepreneur, la barrière à l'entrée elle s'est largement abaissée. Moi par exemple j'ai travaillé dans une boutique photo dont justement c'était une histoire de business de famille. Et en gros, le père du dernier propriétaire, lui, dans les années 80, vu que d'ailleurs son activité lui avait été transmise d'ailleurs par son père aussi, si tu veux, il avait du fric en gros. Et dans les années 80-90, quand tu avais, toujours pareil, je parlais en euros, à peu près 150 000 €
à débourser pour l'achat d'une développeuse. Donc une développeuse, c'est une machine qui te permet d'imprimer tes photos, hein, pour parler simplement. C'est du développement chimique à l'époque. Donc quand tu avais 150 000 euros à débourser pour acheter une développeuse, eh bien tu étais le roi du pétrole. Tu étais sûr que sur la durée de vie de la machine, tu allais encaisser en gros à peu près entre 10 et 20 fois, voire 30 fois, hein, le montant de ton investissement en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si tu avais du fric à l'époque, eh bien tu étais sûr d'avoir encore plus de fric au final. Et c'est cette barrière-là qui a été abaissée par le statut de micro-entrepreneuriat. Avec ce statut, une personne qui envisage de créer son activité, alors encore une fois, suivant le projet, suivant l'investissement nécessaire au démarrage de l'activité, encore une fois, le statut de micro-entreprise peut ne pas convenir évidemment. Mais grosso modo, pour un photographe qui a déjà un équipement de base, tout ce qu'il lui faut, c'est simplement un numéro de SIRET pour avoir le droit de facturer, si tu veux. Eh bien aujourd'hui, la barrière à l'entrée, le coût est quasiment inexistant. Et c'est ça que ne digèrent pas beaucoup de gens et qu'ils ne disent pas franchement. Parce que qu'ils ne digèrent pas cet aspect, enfin ils devraient le dire, parce que à la limite, ça peut être un argument, hein, je veux dire. Mais ils ne le disent pas, c'est ça que je leur reproche. Et pour moi, selon moi, la liberté d'entreprendre, c'est une liberté fondamentale. Justement, en plus, les gens qui se targuent de parler de social, je pense que pour un technicien, pour un ouvrier qui pratique en tant que salarié depuis X années, eh bien la possibilité qu'il puisse créer sa propre activité à un moment donné, ça doit être une liberté fondamentale. Parce que pour moi, c'est une avancée sociale en fait. Et ceux qui ont un problème avec ça, je suis désolé, mais moi c'est ce que je pense en tous les cas. Et donc voilà, en réalité, donc beaucoup de gens qui critiquent ce statut, c'est ça qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'aujourd'hui la barrière à l'entrée, eh bien, quelque part, elle puisse être ouverte à tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui leur pose problème. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'admettent pas que nous sommes passés de l'époque de la pénurie organisée, hein, parce que c'était ça finalement le monde analogique, hein, et donc le monde de la photo argentique. On est passé de cette ère-là à l'ère de l'abondance numérique, tu vois. Alors, les gens qui sont contre aussi, bien sûr, ils vont souvent te raconter des légendes urbaines. Alors j'ai envie de te raconter une parce que celle-ci a été rigolote. Alors il y a plusieurs années, il y a 2-3 ans de ça, j'avais eu l'occasion d'assister à un défilé de Miss. Et bon, il y avait plusieurs photographes qui étaient présents. Et puis bien sûr, tout de suite, il se targuait d'être professionnel, machin. Avant même qu'il me demande mon nom, il me demandait mon statut, etc. Et il me dit voilà, moi je suis en SARL. En fait, moi, je m'en foutais, tu vois. Il me dit tiens, mais tu sais, pour les micro-entrepreneurs, il faut faire attention maintenant, hein, parce que les services des impôts, ils n'hésitent plus, hein, ils font même des descentes lors des mariages, hein, et puis si un photographe n'a pas de devis signé à présenter, il confisque le matériel, machin. Voilà le genre de légende urbaine que tu peux entendre. Alors à cette personne-là, bien sûr, je lui avais dit, mais est-ce que toi-même tu crois aux conneries que tu me racontes quand même? Alors là, déjà, le ton était différent. Là, déjà, c'était l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, hein. C'était ouais, mais il paraît que, on m'a dit que, je dis ça, je dis rien. Moi, j'aime pas les gens qui avancent masqués. Le mec, il est contre, mais il le dit franco, il dit franchement pourquoi. Il me dit voilà, moi je suis un photographe de merde, mais précédemment, j'avais le statut de SARL, de RL, et comme il y avait que moi qui avait ce statut dans le coin, personne pouvait se prétendre professionnel comme moi. Ouais, le mec, il le dit clairement, moi, il n'y a aucun problème, tu vois. Enfin, donc finalement, tu le vois bien, il y a deux modèles. Il y a le modèle un petit peu qu'on te présente un peu partout. Ce modèle, on va te dire, tu sais, se lancer, c'est risqué, c'est compliqué. Tu sais, moi à ta place, tu sais quoi, moi je peux te le dire, hein, moi je suis à mon compte, mais reste salarié surtout, prends pas de risques. Oulala, tu sais, bon, je sais bien, tu gagnes pas grand chose, mais t'as la sûreté de l'emploi, t'as ceci, t'as cela. Fais pas de vagues, machin, reste bien dans ton coin, tu verras, tu t'y retrouveras, machin. Puis en même temps, la personne va te dire, tiens, si tu veux créer ton entreprise, alors on va directement te prendre le statut le plus technique, c'est genre SA, tu vois. Et puis alors on va te dire, mets carrément en hypothèque ta maison, endette-toi au maximum, etc. Et puis tu as la deuxième école, l'école à laquelle j'appartiens, qui pour moi se résume à une expression, choose yourself, choisis-toi toi-même. Moi aujourd'hui, que je sois salarié
ou que je sois, que je développe, enfin que je sois à mon compte, si tu veux, tout ça pour moi c'est de l'ordre du détail. Moi aujourd'hui, d'être choisi de manière condescendante par un patron, moi ça m'intéresse plus tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est d'être propriétaire. C'est d'être propriétaire de mon travail, propriétaire de la valeur que je crée. Et c'est ça la grande différence par rapport à lorsque tu es salarié. Et moi je suis bien placé pour en parler, moi qui ai connu une reconversion, qui ai connu même un licenciement économique, hein, une boîte photo qui avait coulé. Ben, quand tu aimes ce que tu fais, tu t'investis dans celle-ci, dans cette entreprise. Et bien sûr, quand tu t'en vas, parce que je sais pas, tu décides d'aller voir ailleurs, la boîte elle coule, etc., etc., ben, tu gardes pas, bien sûr, la richesse que tu as générée au sein de cette boîte, bien sûr. Alors que quand tu es entrepreneur, quel que soit ton statut, encore une fois, la richesse que tu crées, tu en es pleinement propriétaire. Tu en captes la plus grosse partie, hein, moins les charges, bien sûr. Tu en captes la plus grosse partie. Et quel que soit ton chiffre d'affaires, je te dis, même si c'est pour créer une activité en parallèle d'une activité salariat, mais en tous les cas, ton activité que tu crées, même si c'est un petit chiffre d'affaires, tu en es pleinement propriétaire, pleinement responsable. Mais c'est ça qui est intéressant pour moi. Donc voilà, moi je dirais plutôt aujourd'hui, eh bien, moi le statut de micro-entrepreneur, je l'envisage comme étant, je le regarde comme étant un outil, et si tu veux, je mets cet outil en parallèle du levier marketing, du levier commercial. Si lorsque je cherche à produire de la photo de valeur, en captant pleinement la valeur que je crée, j'identifie l'outil statut micro-entrepreneur comme étant le bon levier qui va me permettre, encore une fois, de produire cette photo de valeur, parce que simple, parce que rapide à mettre en place, parce que souple, etc. Eh bien, c'est l'outil qu'il faut adopter, point barre, tu vois. Encore une fois, ça dépend du contexte et de ton projet, mais faut pas se poser plus de questions que ça, tu vois. Moi, je mets bien en perspective ce statut par rapport à une démarche. Et tu vois, par exemple, ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc si tu me suis, tu le sais, moi j'ai travaillé pendant à peu près 15 ans dans une cellule communication sur une plateforme qui appartenait au ministère de la Défense, une garnison si tu veux. Quand j'ai quitté ce poste, j'ai cherché à voler de mes propres ailes. Donc là, à cette époque-là, j'avais créé donc, justement mon statut d'auto-entrepreneur. Bon, au bout de 2 ans, justement, je me suis aperçu que je générais pas suffisamment de ressources correspondant à mes besoins. Donc, bah, j'ai trouvé un poste de salarié, toujours dans une boîte photo. Mais ce que je me suis aperçu lorsque j'ai pris ce poste de salarié, tout de suite dans les premières semaines, je me suis aperçu que j'avais énormément changé par rapport à la précédente fois où je m'étais retrouvé, où j'étais salarié, hein. C'est-à-dire que entre ce laps de temps, donc j'avais vécu cette expérience de l'entrepreneuriat, et je me suis vite rendu compte, bah, ça m'avait fait une formation accélérée. Parce qu'évidemment, quand tu cherches à en vivre d'une activité comme ça, à générer des revenus, bah, tu te défonces 10 fois plus que lorsque tu es salarié. Et puis, tu es amené à réfléchir à tout un tas de problématiques auxquelles précédemment tu n'étais pas confronté. Donc, bien sûr, en cherchant à vivre de mon activité, bah, j'ai été confronté à des notions, j'ai vite appris à faire la différence entre marge brute, marge nette. J'ai vite appris la signification concrète sur le terrain du terme trésorerie, du terme fonds de roulement. Et tout ça pour te dire que lorsque 2 ans plus tard j'ai retrouvé un poste de salarié, eh bien j'étais plus le même, j'étais différent, j'avais bien sûr toute une expertise économique en plus. Et je me suis aperçu dans ce cadre qu'en fait ça m'avait fait une formation accélérée. Je me suis vraiment aperçu que ça m'avait fait comme un BTS de MUC, c'est-à-dire management d'unité commerciale. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai été recruté en plus. Parce que le recruteur m'avait dit, bon bah moi ce qui m'intéresse chez vous dans votre CV, c'est que, eh bien voilà, vous avez mené cette expérience, donc j'en déduis que vous avez vous avez développé toute une série de réflexes, vous êtes beaucoup plus autonome, etc. Et effectivement, c'était le cas. Donc tu vois, tout ça pour te dire aussi que aujourd'hui, la réalité socio-économique du marché du travail fait que, on le sait tous, même si parfois pour certains, ils n'y ont pas été encore confrontés, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Eh bien, on va enchaîner différents emplois, différentes entreprises, différents statuts. On va peut-être être plus mobile géographiquement, hein, et tout ça va entraîner tout un tas de changements dans notre vie. Et là, dans ce cadre-là, ce qui importe, encore une fois, c'est d'être agile, d'être souple. Et si à un moment donné, tu identifies l'opportunité
de développer une activité économique, parce que, encore une fois, t'en as identifié l'opportunité, et que dans ce cadre-là, le plus simple pour toi, c'est encore pour vérifier, parce que c'est aussi que ça que permet le statut de micro-entrepreneur, pour vérifier rapidement si ce créneau est viable, eh bien tu crées ou tu recrées ton compte de micro-entreprise. Et comme ça te donne un cadre légal pour facturer, tu as un numéro de SIRET en clair, et tu peux vite valider ou non ton projet, tu vois, plutôt que de t'endetter, de mettre ta maison en hypothèque, tu vois. Et bien là, tu peux très rapidement mettre un process pour valider ton projet, pour valider l'idée d'opportunité économique. Et lorsque le contexte de ton activité change, c'est-à-dire qu'en gros, ton chiffre d'affaires grimpe en flèche, eh bien tu pourras toujours changer de statut, parce que c'est aussi ça qu'on dit pas, enfin on se focalise sur les statuts, mais des statuts tu peux en changer. Moi j'ai travaillé dans des boîtes qui sont passées de SA à SAS et à SARL, il n'y a aucun problème, tu peux changer de statut, je veux dire. Alors peut-être que d'un point de vue administratif ça peut comporter un coût, mais c'est possible, tu vois, et c'est prévu, voilà. Mais donc ce sur quoi je veux terminer, pour revenir sur le power photo, évidemment lorsque tu expérimentes cette aventure là de l'entrepreneuriat, donc encore une fois tu vas te mettre à expérimenter tout un tas de nouvelles compétences, mais ces compétences, en plus de t'enrichir bien sûr, en plus de faire de toi une personne plus riche, et donc si tu es plus riche, enfin d'un point de vue compétences, hein, entre autres, ça veut donc dire que tu seras donc en mesure de faire de la photo qui a de la plus grande valeur, ça c'est indiscutable. Mais en plus de ça, lorsque tu expérimentes cette réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu abats des barrières psychologiques. Pour moi, ça c'est l'essentiel. Ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que moi, jusque avant la première fois que je tente cette expérience de l'entrepreneuriat, je me regardais comme un technicien, fondamentalement. Et d'ailleurs, là-bas, c'est ce que je suis. Hein, je dis technicien, c'est pour faire joli, parce que moi je suis un ouvrier en fait, c'est-à-dire je suis, dans le vrai sens du terme, je suis celui qui crée la valeur concrète du produit, parce que c'est ça à la base un ouvrier. Aujourd'hui en France, ça a pris une certaine connotation politique, mais à la base c'est ça un ouvrier, et moi je suis un ouvrier de l'image, voilà, c'est ça moi mon truc. Et donc je me regardais pas comme étant capable eh bien d'être un bon vendeur, d'être un bon commercial. Alors évidemment, on n'est jamais le meilleur commercial quand on cherche à vendre sa propre production photographique, ça c'est une petite parenthèse, mais au-delà de ça, je me suis rendu compte eh bien que en développant les bonnes compétences, c'est-à-dire en les mettant en application, en expérimentant, en testant, eh bien si, je pouvais devenir bon. Parce qu'encore une fois, c'est pas une notion de talent, parce que souvent on dit ouais, enfin bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont meilleurs commerciaux que d'autres, ils ont peut-être une fibre, ils ont peut-être quelque chose, mais d'ailleurs ça m'a permis aussi cette expérience d'identifier dans ma propre personnalité ce qui m'aidait, ce qui me contribuait à faire de moi un bon vendeur, tu vois. Et je me suis aperçu donc qu'en développant les bonnes compétences additionnelles, eh bien si, je pouvais très bien vendre, très bien vendre, tu vois. Voilà. Et pourquoi tout ça? Parce qu'au final, j'ai abattu une barrière psychologique. Et c'est pour ça que souvent sur cette chaîne, je te dis, ce qui est important, c'est pas la marque de ton appareil photo d'aujourd'hui, parce que ça tu peux le changer et tu le changeras. C'est pas le logiciel que tu utilises, c'est pas l'ordinateur que tu utilises, est-ce qu'il vaut mieux un PC ou un Mac, toujours ce même genre de débat à la con, tu vois. Alors je sais qu'il y en a qui se spécialisent dans ce genre de débat, mais moi ça m'intéresse pas. Parce que je sais que c'est pas du tout ça qui te fait avancer. Ce qui te fait avancer, c'est la personne que tu deviens. C'est la personne qui, au départ, donne un discours du type moi je serai jamais capable de faire des shootings, de faire de la photo de mode, de faire ceci, de faire de maîtriser tel niveau de compétence, tel niveau d'expertise, je serai jamais capable de vendre. Et bien en réalité, développer son power photo consiste à abattre successivement, pas simultanément, mais successivement, au long d'un cheminement, les différentes barrières qui t'empêchent d'exprimer ton potentiel. Parce qu'on a tous un potentiel, plus ou moins élevé, mais on en a tous un. Et en réalité, en développant les bonnes compétences, on est tous capables de vendre à notre manière, à notre échelle. On est tous capables de vendre, tu vois. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est très important, je trouve. C'est que donc finalement, pour conclure,
le statut de micro-entrepreneur, de par sa facilité et sa souplesse, peut te permettre concrètement d'expérimenter donc l'aventure entrepreneuriale. Et au final, tu vas en sortir plus riche et tu vas surtout abattre une barrière psychologique qui consiste à te rendre compte que oui, tu peux capter 95% de la valeur que tu crées. Et ça, d'ailleurs, l'acquis, encore une fois, de cette expérience, que plus tard tu cherches à développer un autre business qui n'a rien à voir avec la photo, cet acquis, enfin, ça devient une conviction. Tu es convaincu, parce que tu l'as expérimenté par toi-même, tu l'as vécu, et bien que si tu peux vendre et tu peux bien vendre. Et après, encore une fois, que tu vendes des bonbons, des pains d'épices, des voitures, des maisons, ou ce que tu veux, et bien voilà, c'est un gap que tu as franchi si tu veux. Et ce bénéfice, tu le conserves. Encore une fois, tu seras devenu une autre personne. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Écoute, j'espère que cette vidéo sera pas trop touffue. J'espère que je me serai pas trop emporté finalement. Écoute, fais-moi part de ton point de vue. D'accord, pas d'accord. Peut-être que certains vont me donner des noms d'oiseaux, mais je m'en fous complètement. Moi, ce qui est important, c'est que toi qui me regardes, que c'est alimenter ta réflexion, que ça t'incite à avancer, à tester et à te dire oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Yes, we can. Hein. Et écoute, en attendant, tu continues à faire de belles photos, tu expérimentes. Donc, ça veut donc dire que tu échoues, mais que tu te relèves et que tu expérimentes de nouveau. Tu continues à aller de l'avant. Des fois en faisant des petits pas, des fois en faisant des grands pas, mais tu continues à aller de l'avant. Écoute, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.